Bonjour et bienvenue à cette présentation sur le Yin Yoga et précisément sur ce qu'on appelle nous l'approche fonctionnelle du Yin Yoga, approche fonctionnelle et anatomique. On voulait vous présenter notre méthodologie qui s'appelle 14-10-7, 14 segments squelettiques, 10 groupes musculaires et 7 poses archétypales qui nous a été nous-mêmes enseignée par Paul et Suzy Greeley qui sont les fondateurs du Yin Yoga. Alors pourquoi cette méthodologie, cette pédagogie, elle est importante à nos yeux? Parce qu'elle permet en fait d'émanciper le pratiquant des dogmes ou des injonctions d'un style ou d'une tradition qui a été imposée dans le yoga comme la règle des alignements. Elle met en avant la subjectivité du pratiquant, sa morphologie qui est unique, et finalement la pratique s'adapte au pratiquant et non l'inverse. L'approche fonctionnelle, on pourrait dire que c'est l'opposé d'une approche esthétique. Elle va remettre en avant la fonction de l'asana, plutôt qu'une recherche esthétique qui est basée sur, encore une fois, la règle de l'alignement des asanas, et puis sur l'aspect extérieur de la posture elle-même. L'approche fonctionnelle, quant à elle, va définir et cartographier des zones ciblées et permettre aux pratiquants de rentrer en introspection pour voir s'ils rendent justice à travers les différentes postures, les différents asanas, justement ces zones ciblées, plus que le but et l'objectif de la pratique posturale, eh bien, c'est d'ouvrir le corps énergétique et d'aider à la circulation du prana dans le corps. Alors, cette méthodologie qu'on appelle 14-17, elle se décline de la façon suivante. On parle de la méthodologie 14-17, on parle de 14 segments squelettiques, 10 groupes musculaires qu'on appelle aussi groupes myofasciaux, et puis 7 poses archétypales, d'où le nom 14-17. Les segments squelettiques ont été répertoriés sous le nombre de 14. Elles vont nous indiquer principalement les points de compression du corps, les points de compression. Alors c'est une information importante, les points de compression, puisqu'ils déterminent en fait la fin de l'amplitude du mouvement dans le mouvement exécuté. Pour vous donner un exemple très simple, par exemple si je plie ici mon bras et que je déplie mon avant-bras, je joue sur l'articulation du coude, eh bien à un moment donné mon avant-bras ne va pas descendre plus loin. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'ulna, qui fait partie de l'avant-bras, et l'humérus, qui est le bras, eh bien, à la jonction ici, à l'articulation du coude, eh bien, ces deux os rentrent en contact. Et quand deux os rentrent en contact, on appelle ça un point de compression. Et ce point de compression, il détermine la fin du mouvement. Paul Goulet dirait « game over ». C'est la fin de l'amplitude de mouvement, la fin du mouvement, et donc la fin mécanique de l'asana. Alors pour ça, ils sont très importants. Sur certains segments, ils sont faciles à déterminer, sur d'autres, beaucoup plus difficiles. Et donc d'avoir une carte que l'on peut apprendre et puis surtout ressentir à travers la pratique pour déterminer les points de compression est une information extrêmement importante et qui va nous aider à comprendre en fait nos propres limitations. Alors principalement, les 14 segments squelettiques définissent les points de compression. Quant aux 10 groupes musculaires, ils vont quant à eux cartographier ce qu'on appelle les zones ciblées. C'est-à-dire que le corps a été découpé par compartiments pour définir des zones ciblées. On a ici ce qu'on appelle, nous, des mandalas. Alors, des mandalas, c'est un schéma simplifié d'une coupe transversale, ici la coupe transversale de la cuisse, la coupe transversale du torse, pour définir les différentes zones ciblées, les différents compartiments, justement à stimuler dans l'asana.
Alors il y en a 5 au niveau des jambes, 5 groupes musculaires qu'on peut voir ici, qu'on va revoir un petit peu plus en détail. On a groupe musculaire des quadriceps, fléchisseurs de hanche juste au-dessus, les fessiers sur le côté et derrière, les ischio-jambiers à l'arrière de la jambe, et puis les adducteurs à l'intérieur de la jambe. Quant au torse, eh bien, on a le droit abdominal, on a les obliques, on a aussi le carré des lombes, les érecteurs du rachis, et puis les muscles du haut du corps. Donc 10 groupes musculaires finalement qui viennent cartographier l'ensemble du corps que l'on met sous tension. Ce qu'on met sous tension, c'est les groupes musculaires et les tissus conjonctifs aussi, qui souvent sont associés l'un à l'autre. Et pour stimuler le corps à travers des points de compression 14, à travers des groupes musculaires 10, on a besoin finalement que de 7 asanas, qu'on appelle des archétypes. À travers ces 7 asanas, vous allez pouvoir stimuler l'entièreté du corps, le corps dans son entier. Et ces 7 asanas, ils sont donc les 7 asanas archétypes du yin yoga, le lacet, la chenille, la libellule, la selle, la liane, le dragon et le chien. Alors je vais commencer par le chien parce que effectivement ce n'est pas un asana yin, c'est plutôt une posture qu'on retrouve dans des styles plus actifs, yang, mais ces variations sont yin. Et ces variations, une des plus connues, c'est par exemple le cœur fondant qu'on appelle aussi Anahatasana. Cet archétype il va principalement cibler le dernier groupe que j'ai mentionné, le groupe musculaire du haut du corps. Le dragon, quant à lui, il est à cheval, il est yin, puisqu'on peut commencer à se relâcher dans le dragon. Ça demande un peu plus, je dirais, d'ouverture au niveau des hanches, et donc c'est pas tout le monde qui puisse se relâcher dans le dragon. Et donc on la considère un peu entre les deux, yin et yang. Quant aux autres asanas, ils sont définitivement yin. Alors qu'est-ce qui définit l'asana yin ou yang? Ça va dépendre de la qualité de relâchement et de désengagement musculaire dans l'asana lui-même. À partir du moment où vous vous engagez musculairement, eh bien, vous vous déplacez du yin plus vers le yang. Plus vous arrivez à vous désengager musculairement, donc à vous relâcher, vous vous déplacez du yang vers le yin. Donc yin et yang sont des terminologies qui ne sont pas figées, mais qui évoluent par rapport à la qualité de relâchement que l'on a dans l'asana. Certains asanas seront plus, je dirais, par nature yin. Par exemple, tous ceux qui sont pratiqués au sol, directement au sol, puisqu'on n'a pas besoin de gérer son équilibre, par définition, on n'a pas besoin d'engagement musculaire. Voilà la méthodologie 14-17. Voyons plus en détail peut-être le premier, ce qu'on appelle les 14 segments squelettiques. Alors les 14 segments squelettiques, comme je vous le disais, vont répertorier quant à eux les points de compression dans le corps. Alors les points de compression, c'est quand deux os rentrent en contact l'un avec l'autre dans un mouvement. Et quand ils rentrent en contact, ça sera la fin de l'amplitude de ce mouvement. Et donc il y a 4 points de compression au niveau de la jambe, 6 points de compression au niveau du bras, on a 4 points de compression au niveau de l'axe. Et quand je dis l'axe, je vais inclure le bassin et puis bien sûr la colonne. Donc 4 et 6, 10 et 4, 14, on a bien 14 segments squelettiques, 14 points de compression. Ils sont plutôt faciles à répertorier et on peut le faire de manière succincte ensemble. Les orteils, on peut mettre les orteils en compression, d'accord, comme ce qu'on appelle par exemple le squat des orteils. Vous allez certainement sentir la compression au niveau des orteils. Très bonne position par ailleurs pour stimuler justement les articulations au niveau des orteils. On a compression au niveau de la cheville. On pose par exemple comme le squat ou le dragon. Certaines personnes ne peuvent pas faire le squat avec les talons au sol. Pourquoi ? Principalement dû au point de compression. Savoir que ça joue toujours entre tension ou compression.
Dans certaines poses, j'allais dire, dans certains mouvements spécifiques, comme celui-ci, il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension qui m'empêche de descendre mon bras d'ouvrir mon bras plus large que ce que je fais ici. C'est purement le point de compression qui m'empêche d'aller plus loin. Et on pourra trouver des personnes qui auront quelques degrés en plus ici, au niveau de l'ouverture du coude, ce que je n'ai pas. S'il y avait une tension, ça serait la tension du biceps. Mais ce muscle, je dirais dans 100% des cas, est suffisamment relâché pour que vous puissiez aller jusqu'à la fin de l'amplitude de mouvement. Dans d'autres postures qui impliquent plus de groupes musculaires, ça sera certainement différent. Donc ici, on a les 2 premiers points de compression au niveau des membres inférieurs, orteils, chevilles. On a le genou qui peut rentrer en compression. Alors dans le yin yoga, pas vraiment, mais dans d'autres formes de yoga plus actifs, oui, on trouve le point de compression du genou. Quand on parle de point de compression, principalement, on met, nous, en avant le point de compression os contre os. D'accord ? Puisqu'on peut avoir aussi point de compression os contre le sol, point de compression chair contre chair, point de compression os contre chair, point de compression chair contre le sol. Tous ces points de compression existent, mais on les évacue parce qu'ils ne sont pas intéressants pour nous dans la pratique. Pourquoi ? Parce que la compression osseuse, elle est bénéfique. Elle est bénéfique d'ailleurs, on ne peut pas complètement, je dirais, éviter la compression. À partir du moment où on est en station debout, le squelette est en compression, dû à la gravité terrestre. Eh bien, ces points de compression, ils sont importants. Et quand on joue avec cette compression en appliquant tout simplement son poids du corps dans la direction voulue, eh bien, ce qu'on vient faire, on vient stimuler une production d'ostéoblastes, qui est la cellule de l'os, et donc ça renforce la densité osseuse, si vous voulez, du squelette. Quelque chose que l'on perd si c'est pas stimulé. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, sur des personnes qui ont vécu un certain temps dans dans une capsule envoyée dans l'espace où il n'y a pas de gravité. Donc la gravité, il flotte pendant plusieurs semaines dans cette capsule. Et donc, comme il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de compression sur le squelette, ça a été mesuré, ils ont perdu en fait de la densité osseuse. Ils ont perdu, je crois, de 20 à 30% de densité osseuse dans l'espace de quelques semaines. Et si on veut maintenir la qualité du squelette, eh bien, on joue avec les points de compression. Et donc, c'est os contre os, non pas os contre le sol ou muscle contre muscle, etc. Le dernier point de compression, peut-être le plus important pour les membres inférieurs, ça sera bien sûr au niveau de la hanche. Le point de compression le plus commun chez les pratiquants de yoga est le plus difficile à déceler parce que c'est entouré de masse musculaire. Plusieurs groupes musculaires viennent entourer bien sûr les hanches. Pour le bras ou les bras, on a compression des doigts qu'on utilise rarement dans le yoga, bien que des fois on peut tenir une partie du corps sur le bout des doigts. On a poignet. Le poignet est en compression. Quand on applique le poids du corps sur une main, par exemple, eh bien, le poignet rentre en compression. On a ce qu'on appelle ici le radius. Alors le radius, c'est ce mouvement qu'on appelle supination-pronation. Ce n'est pas le poignet qui fait cette rotation qu'on appelle pronation-supination, mais bien le radius. C'est-à-dire que votre avant-bras, il est constitué de 2 os principalement, le radius et l'ulna, et c'est le radius qui tourne sur son axe de rotation, l'ulna. D'accord ? Dans une pose comme Pinchasana, par exemple, certaines personnes ne pourront pas avoir le coude au sol, avec les coudes parallèles, et les paumes des mains sur le sol. Il va falloir écarter les coudes pour qu'ils puissent être stables et pouvoir supporter le poids du corps sur leurs avant-bras. Si on ramène les coudes ensemble, généralement les mains se soulèvent. Donc, point de compression au niveau du radius, point de compression bien sûr au niveau du coude, point de compression au niveau de l'épaule,
hein, sur ce qu'on appelle une flexion ici. Ça, c'est bien une flexion et pas une extension. À un moment donné, votre mouvement va s'arrêter parce que la tête de l'humérus va rentrer en contact avec un des processus qu'on appelle le processus acromion ou processus coracoïde. Et puis le dernier, pour membre supérieur, c'est une contraction de deux os et on l'appelle le scavicule. Alors scavicule, c'est scapula et clavicule. Alors, la scapula, c'est l'os ici en triangle hein, qu'on voit derrière, et la clavicule, c'est l'os devant. Eh bien, ces deux os bougent ensemble. Et quand vous faites une élévation de vos épaules, comme ça, eh bien, ce sont vos scapulas et vos clavicules qui se déplacent vers le haut. Et à un moment donné, la tête de l'humérus rentrera en contact avec la clavicule et la scapula en même temps. Et donc, on appelle ça le point de compression scavicule. Pour vous donner un exemple, par exemple, dans la position de l'otarie, vous avez une élévation assez prononcée des deux épaules et vous relâchez la colonne vers le bas en laissant le poids des hanches tirer sur la colonne. Voilà, c'est typiquement un point de compression scavicule. Et puis je vous disais 4 pour l'axe, c'est assez facile. On a lombaire, thoracique et cervical, les 3 segments de l'axe central du corps ou de la colonne vertébrale. Et donc le segment lombaire peut bien sûr rentrer en compression, segment thoracique, segment cervical. Hein. Il y a 6 directions de la colonne vertébrale. Et donc dans chaque direction, il y aura un point de compression. Certains segments sont plus aptes à aller dans une direction que d'autres, mais ça c'est intéressant, encore une fois pour nous les pratiquants ou voire les enseignants, parce que morphologiquement, mécaniquement parlant, anatomiquement parlant, il y a des raisons pour lesquelles on ne peut pas aller plus loin dans une direction ou une autre. Par exemple, vous savez que le segment lombaire a virtuellement 0 rotation. Alors il y a toujours une petite zone grise, hein, parce que les tissus mous, les tissus conjonctifs vont toujours produire un effet tampon dans le mouvement, mais de manière ici osseuse et mécanique, il y a virtuellement 0 rotation au niveau du segment lombaire, si on compare au segment thoracique qui lui a énormément de rotation, mais très peu d'extension finalement, etc. Ça, ce sont des choses que l'on partage avec vous dans nos formations, spécifiquement la formation anatomie approche fonctionnelle. Et puis le dernier, ça sera bien sûr point de compression au niveau des hanches ou au niveau du pelvis. Alors on discerne entre les deux. Le pelvis, ça sera point de compression au niveau du fémur et de l'articulation coxo-fémorale des deux côtés, droite et gauche. Donc ça sera principalement dans les poses symétriques. Et puis hanche, on fera une différence. Ça sera pour les poses asymétriques, c'est-à-dire que le point de compression va venir s'exprimer que d'un seul côté. Voilà pour vos 14 segments squelettiques de manière générale. On peut regarder la suite. Et on rentre ici dans nos groupes musculaires. Alors, on va regarder le premier mandala. Vous vous rappelez, on a 2 mandalas principaux. Un pour la cuisse et un autre pour le torse. Le premier mandala va définir les différents groupes musculaires de la cuisse. Alors, mandala, c'est une coupe transversale. Ici, on l'a schématisé de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à retenir. Et ici, on a bien sûr beaucoup plus de détails sur les groupes musculaires eux-mêmes par rapport à l'os du fémur, à son centre. On voit ici l'os du fémur. Et puis, dans ces groupes musculaires, il y a des fascias qui vont séparer les différents muscles. Et cette coupe transversale, elle vient en fait à cet endroit sur la cuisse, c'est-à-dire sous le fessier et au-dessus du genou, dans le haut de la cuisse. Donc on a une coupe transversale ici, et quand on tourne cette coupe, eh bien, on arrive à voir les différents groupes musculaires. Alors les groupes musculaires pour la cuisse, on en a 5. On a 5 groupes musculaires. Et donc c'est pas
un nombre infini de muscles à apprendre. Bien qu'il y a bien sûr, chaque groupe musculaire a différents muscles à l'intérieur. Mais 5 groupes musculaires suffisent finalement pour définir les points de tension. Après, si vous voulez apprendre plus en profondeur chaque muscle qui définit le groupe musculaire, ça demande un peu plus de temps, mais ça ramène aussi beaucoup plus de détails et de précision dans votre description anatomique. Donc on va les regarder ensemble. On a un groupe musculaire des quadriceps, ici, donc le devant de la cuisse, ok, et le groupe musculaire des fléchisseurs de hanche. Alors, fléchisseur de hanche principal, c'est l'iliopsoas. Ces deux groupes musculaires, finalement, eh bien, mécaniquement et énergétiquement, ils se combinent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a 5 quadriceps, hein, même si quadriceps ça veut dire 4 têtes en latin, eh bien il y a finalement ce qu'on vient ramener souvent ici, le sartorius, le muscle sartorius ou le couturier, hein, selon la nomenclature que vous suivez, au quadriceps qui rajoute un 5e muscle. Eh bien de ces 5 muscles, il y en a 2 qui sont des fléchisseurs de hanche, mais qui sont des fléchisseurs de hanche plutôt faibles si on compare au fléchisseur de hanche principal qui serait l'iliopsoas. Alors l'iliopsoas, il est connu, c'est un muscle important de façon locomoteur hein, pour les mouvements du squelette, dû à ses emplacements, dû à ses insertions, puisqu'il va le mettre en contact 3 structures osseuses principales du corps, qui sont la colonne vertébrale, puisque le psoas, lui, prend son origine au niveau du segment lombaire, et puis il va venir s'insérer au niveau du fémur. Alors le fémur, c'est l'os le plus long du corps, hein, bien sûr, des membres inférieurs. Quant à lui, l'iliaque vient tapisser tout l'intérieur de la fosse iliaque, et donc ça sera l'intérieur du bassin. Donc finalement, on a fémur, bassin, colonne vertébrale, juste pour un muscle. Ou 2, ça dépend comment vous regardez, puisqu'il y a 2 origines et une insertion pour ce muscle. Quadriceps, fléchisseur de hanche. Fessier, qu'on divise en 2. On a ce qu'on appelle une couche superficielle et une couche profonde. Alors les fessiers, vous avez ici le grand glutéal, le glutéal moyen, le petit glutéal, et puis le tenseur du fascia lata sur le côté. Ça fait partie du groupe de la couche superficielle, pardon. Et la couche profonde, on a ce qu'on appelle les rotateurs externes. Et donc on a des petits muscles ici qui viendront principalement, pas que, mais principalement prendre leur origine au niveau de l'ischium, c'est-à-dire la partie basse du bassin, et vont venir s'insérer sur le grand trochanteur, qui fait partie du fémur, la partie arrière de la tête du fémur. Donc les poses, certaines poses vont cibler spécifiquement les quadriceps, d'autres les fléchisseurs de hanche, d'autres les fessiers. Pourquoi on discerne entre les deux? Parce que quand on a ces connaissances anatomiques, on peut devenir beaucoup plus précis et notre application est beaucoup plus détaillée, la description est beaucoup plus détaillée aussi dans l'enseignement ou notre pratique. Certaines poses vont cibler la couche superficielle, d'autres poses vont aller plus dans la couche profonde. Et puis finalement, on a les ischio-jambiers à l'arrière, d'accord, pour toutes les flexions avant principalement, pour les membres inférieurs. Chaque fois qu'on fait une flexion avant, comme le pendule, comme la chenille, on sera dans les ischio-jambiers. Et puis le dernier groupe, hein, le 5e, puisqu'il y a 5 groupes musculaires de la cuisse, ça sera les adducteurs. Vous voyez qu'on commence à cartographier, à répertorier de manière systématique et méthodologique, on arrive à avoir une pédagogie de pratique et d'enseignement, ce qui fera la différence vraiment dans votre pratique, dans votre compréhension et dans votre approche du yoga.
On a fini avec le mandala de la cuisse, on arrive au mandala du torse. Alors le mandala du torse, c'est de nouveau la coupe transversale qui se situe plus ou moins au niveau du nombril. Au niveau du nombril, vous coupez, et puis vous avez comme ça, eh bien, une vue des différents groupes musculaires. Donc ici, on en a 4 principalement, d'accord? On a les muscles thoracolombaires, qui sont les muscles les plus puissants du dos, hein, qu'on appelle des muscles intrinsèques du dos. On a les obliques sur les côtés, qui viennent tapisser la cage thoracique. On en aura 3 principalement, 2 obliques plus le transverse, et puis le grand droit abdominal, les muscles abdominaux, qu'on peut revoir ici. Muscles abdominaux, vous voyez 3 couches pour les obliques. Ici à l'arrière, on a les érecteurs du rachis, principalement iliocostal et longissimus. Savoir qu'il y a d'autres muscles beaucoup plus petits que l'on étudie dans nos formations. En tout, il y a 11 muscles dans ce groupe musculaire des érecteurs du rachis. Mais de ces 11 muscles, je dirais 3 sont vraiment importants. Et puis le dernier, ça sera le carré des lombes. Alors le carré des lombes, il est isolé, il est tout seul. C'est un muscle qui va finalement tapisser l'espace entre la cage thoracique, les côtes flottantes, et puis la colonne vertébrale. Et donc c'est un muscle ici que l'on peut étirer quand on fait une flexion latérale ou une flexion avant avec une légère déviation ou une légère rotation. Et donc on va les regarder, hein. Ici j'en ai 4, mais je rajouterai les muscles du haut du corps pour compléter cette méthodologie. Ici on a une image en fait du transverse, du diaphragme et du plancher pelvien, puisque ces 3 groupes musculaires, ces 3 muscles, hein, bien que pour le diaphragme il y a aussi beaucoup de bandes de fascia, donc c'est pas vraiment un muscle, c'est un peu hybride. Pareil pour le plancher pelvien. Le transverse, quant à lui, est plutôt nommé comme un muscle à part entière. Eh bien, en jouant avec la pression de ces 3 muscles, on peut jouer avec la compression à l'intérieur de l'abdomen et développer ce qu'on appelle par exemple des bandhas, et développer aussi des techniques de méditation que l'on développe, nous, dans notre cursus plus tard. Alors les 5 groupes musculaires du torse, les voici. Le plus simple, c'est le grand droit abdominal. Alors pour le mettre sous tension, à chaque fois vous partirez en extension, comme par exemple la selle, comme par exemple l'Otari pour le Yin Yoga, mais Chakrasana, dans du Hatha Yoga plus classique, vous allez étirer le groupe musculaire du grand droit abdominal. On peut voir ici l'iliopsoas qu'on a vu auparavant, qui lui appartient au mandala de la cuisse. Et on peut voir ici le carré des lombes, vous voyez, juste derrière l'iliopsoas, qui effectivement est le lien entre la cage thoracique, la crête iliaque de la hanche, et on ne le voit pas sur le côté, mais il est accroché sur les processus transverses de la colonne vertébrale. Un muscle tout à fait intéressant à étudier. Ici, on a groupe musculaire des obliques. Alors, le premier, ce qu'on appelle le sol, celui qui va accueillir les autres, c'est le transverse. Transverse. Deuxième, ça sera oblique interne, et troisième, oblique externe. Ils ont chacun des fonctions légèrement différentes, mais ils ont aussi des actions en commun. Ils vont principalement créer ce qu'on appelle les compressions internes pour évacuer par les différentes portes de sortie. Par exemple, quand on éternue, quand on vomit, quand on va à la selle, quand on va uriner, etc., il y a une fonction mécanique de ces muscles pour aider à créer une pression sur soit le torse avec l'oblique externe, ou soit l'abdomen avec le transverse et l'oblique interne. Et puis les érecteurs du rachis ici, les muscles principaux intrinsèques du dos.
D'accord? Donc ce qu'on appelle les muscles intrinsèques, c'est-à-dire les muscles qui sont à l'intérieur du fascia thoracolombaire. Et à l'opposé de ça, on a des muscles extrinsèques, ceux qui sont à l'extérieur du fascia thoracolombaire. Alors, ces muscles intrinsèques, ils sont importants dans le yin yoga. Pourquoi? Parce que dans le yin yoga, principalement, pas que, mais principalement, on est passif au niveau du haut du corps. Il y a quelques poses qui vont effectivement engager le haut du corps, très peu, et pas beaucoup d'engagement, mais un petit peu. Mais principalement, on veut être relâché au niveau du haut du corps, ce qui implique un désengagement des muscles extrinsèques et une stimulation des muscles intrinsèques, de ceux qui sont à l'intérieur du fascia thoracolombaire. On va regarder la suite. Ici, c'est notre dernier groupe musculaire, puisque premier groupe musculaire, droit abdominal, deuxième groupe musculaire, obliques, troisième groupe musculaire, érecteur du rachis, quatrième, isolé, tout seul, carré des lombes, cinquième, groupe musculaire du haut du corps. Et groupe musculaire du haut du corps, c'est tous les muscles qui vont principalement actionner votre scapula, vos omoplates, et vos humérus, vos bras. Et on les appelle les muscles extrinsèques, ceux qui sont à l'extérieur du fascia thoracolombaire. Alors il y a principalement 19 muscles ici à apprendre. Je vais vous épargner de les énumérer ici. Des muscles qui sont très, très utiles à connaître pour, pour comprendre ce qui se passe au niveau biomécanique dans les poses qui viennent cibler le haut du corps, comme bien le cœur fondant, comme le quart du chien, comme l'aile brisée, etc., etc. On a quelques poses qui viennent cibler le haut du corps et qui vont nous aider aussi plus tard dans un cursus de formation différente. On sort de l'anatomie, mais vous nous aider à localiser les méridiens, puisqu'on a 6 méridiens qui traversent le haut du corps et 6 méridiens qui traversent le bas du corps, membre inférieur, membre supérieur. Et donc, anatomiquement, ces muscles deviennent utiles pour nous aider à les localiser. Donc là, bien, j'ai fini avec mes groupes musculaires. On a vu les 14 points, 14 segments squelettiques, 14 points de compression du corps. On a vu les 10 groupes musculaires, 5 dans les cuisses, 4 dans le torse, plus le groupe musculaire du haut du corps. Eh bien, tous ces groupes musculaires, ces groupes myofasciaux, je devrais dire, pour être plus précis, tous ces segments squelettiques peuvent être stimulés à travers 7 poses seulement, qu'on appelle les 7 archétypes du yin yoga. Et chaque archétype va stimuler 1 ou 2 ou 3 groupes musculaires, principalement ciblés. On n'a pas besoin de plus de poses, sauf que tout le monde ne peut pas faire ces archétypes. Et donc chaque archétype va nous fournir une myriade de variations pour que le pratiquant puisse finalement appliquer cette approche fonctionnelle à son propre corps. Nous, par expérience, on sait que tout le monde ne peut pas faire, par exemple, la libellule en écart facial avec le torse sur le sol. Et donc, on a des variations. Tout le monde ne peut pas rentrer dans la selle, par exemple, de cette façon. Donc, on va soit utiliser des supports, comme des traversins, des coussins, des blocs, etc., ou soit donner une variation. Ces 7 archétypes produisent une multitude de variations. Et finalement, on arrive à une cinquantaine de poses dans le yin yoga. Chaque archétype viendra cibler différents groupes musculaires et différents segments squelettiques. Alors, pour faire très simple, par exemple pour la chenille, ici principalement et de manière mécanique, on vient stimuler les érecteurs du rachis. Vous voyez, c'est une flexion avant. Donc ces muscles, qui font partie du mandala du torse, seront stimulés à travers la chenille. Pour ce qui est du mandala de la cuisse, ce sera les ischio-jambiers. Donc on a une chaîne myofasciale ici, du talon jusqu'au genou, du genou jusqu'aux ischions, des ischions au sacrum, du sacrum
tout le long de la colonne jusqu'à l'arrière de la tête, hein, ce qu'on appelle la protubérance occipitale, eh bien on a une chaîne qui part du talon jusqu'à l'arrière du crâne, une chaîne mécanique. Et donc dans le yin yoga, on cherche, plutôt qu'à isoler les groupes musculaires, on cherche à stimuler les chaînes entières. En fait, on fait les deux. On isole et puis on vient raccrocher un chaînon à un autre chaînon pour former la chaîne entière. Ce qui donne en fait un rapport beaucoup plus holistique, si je puis dire, de façon mécanique et holistique au corps. Ça sera pour les groupes musculaires au niveau de la chenille. Pour ce qui est des points de compression, c'est principalement, ça se situe au niveau du pelvis. Pourquoi vous ne pouvez pas aller plus bas? Bon, peut-être que vous avez le front sur les genoux, mais ce qui se passera au niveau du bassin, eh bien, le col du fémur va rentrer en contact avec l'acétabulum, hein, l'articulation coxo-fémorale, etc. Et donc on pourrait définir comme ça pour chaque pose où est-ce que sont les points de compression, quelle zone ciblée la pose vient stimuler, etc. Nous avons d'ailleurs sur notre site une page dédiée à ça, si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus. Voilà la méthode, hein. 14 segments squelettiques, 10 groupes myofasciaux, 7 archétypes. Alors pourquoi c'est important à comprendre et à apprendre? Parce qu'il y a une faille en fait dans l'enseignement du yoga moderne, c'est que des standards se sont développés. À savoir qu'avant, le yoga était enseigné dans un système qu'on appelle Gurukula. Et le système Gurukula, c'est un professeur, un enseignant, un gourou, et peut-être un ou deux étudiants, pas plus. Et donc l'enseignement était adapté à l'étudiant, totalement adapté à sa subjectivité. Avec le succès du yoga, avec les temps modernes qui se sont appropriés le yoga, on a commencé à développer des formations et donc à s'adresser à des groupes de plus en plus larges, de plus en plus grands, et des standards sont nés. La règle des alignements est venue de ça, avec la meilleure des intentions, mais en omettant, en oubliant, en occultant un fait extrêmement important dans l'anatomie, et c'est ce qu'on appelle les variations squelettiques et les variations anatomiques. Tout le monde est différent. Et quand on commence à étudier ce point précis, et ce n'est pas quelque chose que vous trouvez comme ça d'emblée quand vous ouvrez un atlas d'anatomie, ou même si vous avez quelques années d'études, hein, ne serait-ce que première année de médecine ou deuxième année de médecine, ou si vous êtes un physiothérapeute, etc. Il faut vraiment aller chercher ces informations par vous-même. Parce que les variations anatomiques sont très peu finalement expliquées, je dirais, dans un tronc commun d'anatomie. Pourtant, c'est un fait important pour nous dans le yoga, mais pas que. Pour chaque personne qui a un attrait au corps, chaque personne qui a une activité sportive ou corporelle régulière. Et donc on ne peut pas s'adresser à un groupe de la même façon, même si nous avons des choses en commun, et on est tous des humanoïdes, entre guillemets, on a tous un axe, un tronc, et puis 4 membres avec une tête. Effectivement, des mouvements dans l'espace seront communs, mais quand on commence à rentrer dans des mouvements beaucoup plus spécifiques, la subjectivité du pratiquant revient à la surface, et on s'aperçoit que des personnes ne seront jamais capables de faire les poses telles qu'elles sont prescrites dans des livres, par des professeurs, dans des écoles, dans les traditions, etc. D'ailleurs, si vous faites des recherches par vous-même et que vous regardez dans les vieux livres de yoga, et je parle des vieux livres de yoga avant les années 80, donc fin des années 70 et tout ce qui est avant ça, vous regardez, il n'y a pas vraiment d'explication d'alignement. D'accord ? Et je pense surtout à un livre que vous connaissez peut-être,
qui est le livre de Vishnu Devananda, qui était disciple de Shivananda, hein, son école de yoga Vedanta qui est assez répandue, c'est qu'il y a plusieurs ashrams, dont un à Orléans en France. Et bien si vous regardez son manuel de pratique de yoga, ces asanas comme Trikona Asana, comme d'autres asanas de base, il n'y a pas d'aliments. Ça veut dire qu'il ne sait pas faire du yoga correctement? Non, pas du tout. En fait, les règles d'alignement sont venues après, et pour des raisons bien spécifiques, et souvent des raisons qui ne rendent pas justice à ce qu'est le yoga. Mais ça, c'est un autre sujet. Si on reste tout simplement anatomique, on peut se rendre compte qu'il y a une grande diversité de corps, de morphologie sur la Terre. D'accord ? On est tous uniques, la façon dont on marche, dont on se déplace, notre posture est unique, votre iris est complètement unique, votre dentition, votre empreinte digitale est complètement unique et ne sera jamais répétée, jamais. C'est quand même assez vertigineux quand on y pense. Et donc votre morphologie vous est unique. Vous êtes unique, la façon dont vous êtes, et ça c'est congénital pour la plupart du temps. Pour vous donner juste un exemple d'une condition congénitale, ce qu'on appelle les genoux varum et valgum, par exemple, des genoux qui rentrent en X ou des genoux en O, eh bien ça c'est une condition congénitale. Et bien sûr ça va influencer grandement la façon dont vous vous maintenez, votre posture, votre démarche, etc., etc. On a principalement 3 squelettes dans la vie, et ça marche par des cycles de 7 ans, de 0 à 7 ans, ce qu'on appelle la petite enfance, de 7 à 15 ans, ce qu'on appelle de l'enfance à l'adolescence, et puis de 15 ans ou 14 ans à 21 ans, quand on passe de l'adolescence à l'âge adulte. Eh bien la formation des os et du squelette change. On passe à travers un processus qu'on appelle un processus de calcification. Et les os se durcissent. Et après l'âge de 21 ans, vous ne pouvez plus changer votre squelette. Avant cet âge-là, vous pouvez, et plus vous prenez tôt, et plus vous pouvez influencer finalement votre génétique. Mais combien de personnes commencent le yoga avant l'âge de 21 ans? Je dirais même à l'adolescence. Très peu finalement. Et c'est pour ça que vous avez des maîtres comme B.K. Iyengar qui a beaucoup développé la règle des alignements. Et vous pouvez voir dans ses manuels ou certaines vidéos, ces asanas sont parfaits. Ces asanas sont, je l'avoue, sont très beaux. On a envie de pouvoir les répéter, sauf qu'il faut avoir le squelette pour. Et son histoire personnelle, il a commencé le yoga très tôt. Il était encore un enfant, puisqu'il souffrait en fait d'une condition pulmonaire. Et ses parents l'ont confié à Krishnamacharya pour l'aider avec sa santé, et puis il a continué avec le yoga, et donc il a eu cette grande carrière de yogi que l'on connaît. Et on peut voir ici, dans la position d'Aruna Asana, combien de personnes peuvent attraper comme ça leurs orteils, pensez-vous? Si on regarde de plus près ici, principalement l'extension du dos prend place au niveau des lombaires. On peut voir que le dos ici est complètement droit. Et vu l'amplitude de mouvement qu'il a ici et la pression qui doit s'exercer, si son dos pouvait se plier au milieu, au niveau du segment thoracique, il le ferait. Mais il ne plie pas ici le dos. D'accord ? Ça, c'est dû au processus épineux des vertèbres du segment thoracique. Certaines personnes ont des capacités hors normes, je dirais, souvent on les appelle des contorsionnistes, parce qu'ils ont moins d'os ou des os qui sont moins protubérants que d'autres, que la plupart des gens. Ici, on parle du processus épineux, processus transverse, qui est différent d'une personne à une autre, et ça va vous donner beaucoup plus d'amplitude de mouvement. Et donc vous pouvez essayer de pratiquer des extensions du dos toute votre vie, vous n'allez jamais atteindre ce niveau. Même chose ici, on peut voir une étudiante avec son coach. C'est des images que j'ai retirées
d'internet qui étaient prises en fait, des entraînements, de gymnastes, russes, et on peut voir que quand on commence très tôt, eh bien, on peut finalement changer la génétique. On peut changer la génétique et changer l'amplitude de mouvement. Qu'est-ce qui détermine votre amplitude de mouvement? Principalement la forme de vos os. D'où le point de compression. Quand le point de compression est atteint, il n'y a pas de mouvement possible. C'est la fin du mouvement. Alors on peut jouer autour de ce point de compression, mais généralement, on ne pourra pas aller plus loin. Ou alors ça sera l'accident. Et donc en parlant de points de compression, ici on a des images, alors des images réelles d'os, pas tirées d'un atlas d'anatomie. Et ça c'est le travail de Paul et Susie Greeley qui ont été dans un sanatorium et qui ont pris 3 jours pour étudier le plus d'ossature, de corps qui ont été donnés à la médecine, et étudier donc spécifiquement ce qu'on appelle cette fois-ci les variations squelettiques. Enfin, dans les variations anatomiques, vous avez une branche qu'on appelle les variations squelettiques. Pourquoi c'est intéressant pour nous d'étudier les variations squelettiques? Parce qu'elles vont déterminer scientifiquement pourquoi la règle d'alignement est obsolète. Elle ne peut pas s'appliquer à une classe entière. Et c'est là où on va faire une séparation entre ce qu'on appelle alignement et ajustement. On ajuste la personne de manière individuelle, et généralement on veut aligner un groupe de manière standard. Eh bien, cette façon d'aligner un groupe de manière standard, nous, on se retire de ça pour s'adresser à la personne de manière individuelle et travailler de manière subjective avec la morphologie unique du pratiquant. Donc ces os sont réels, et ce qu'on peut regarder ici en premier, c'est ce qu'on appelle, donc c'est 2 pelvis, hein. Quand je dis ces os, on a hanche, sacrum, qui forment le bassin, ou si vous préférez le pelvis, et on peut regarder ici ce qu'on appelle l'acétabulum. Alors l'acétabulum, en fait, c'est la partie de l'articulation coxo-fémorale de la hanche qui va venir accueillir la tête du fémur. D'accord ? Ici, on peut voir sur ce qu'on appelle un spécimen, sur ce spécimen, que l'acétabulum est à l'avant. Ici, ils ont fait attention de poser les bassins de la même direction en face de la caméra. Donc même direction, posé sur la table, avec une nappe en velours noir. On ne voit pas les acétabulums, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Si, mais ils sont tellement sur les côtés et derrière que face à la caméra, ils sont plus apparents. Eh bien, ça change la donne complètement par rapport à l'amplitude de mouvement que l'on peut avoir dans les jambes. Imaginez que cette personne a les acétabulums reculés vers l'arrière, et cette personne a les acétabulums plus à l'avant. Eh bien, le point de compression qui vient ici sur ce qu'on appelle la lèvre de l'acétabulum viendra beaucoup plus tôt dans un mouvement d'abduction des fémurs, donc des jambes, comme l'écart facial, alors que là, ça viendra beaucoup plus tard. Et donc, vous pouvez, bien sûr, en conclure que cette personne a le potentiel de faire un écart facial, et cette personne ne pourra jamais. Peu importe le nombre d'heures qu'elle y passe. Parce que le col du fémur viendra en contact avec la lèvre très tôt dans le mouvement. Et cette personne, son bassin sera toujours au-dessus du sol. Alors que cette personne a le potentiel, et je dis le potentiel pourquoi ? Il va falloir qu'elle travaille les tensions musculaires. Il y a 2 formes de restriction principales dans le corps, les tensions musculaires et conjonctives, tissu conjonctif, et les points de compression. Les tensions ont une marge d'amélioration. On peut virtuellement se débarrasser des tensions du corps, et puis elles reviennent quand on arrête la pratique, puisque c'est un mouvement de va-et-vient. Par contre, les points de compression, une fois qu'on les a atteints, comme vous le savez, c'est la fin de l'amplitude. Alors, je vais vous en montrer d'autres de manière succincte, puisque
cette présentation, elle se veut un peu générale, mais dans nos formations, on prend le temps de regarder ça en détail. On vous fournit beaucoup plus d'informations pour comprendre ce que sont les variations squelettiques, les points de compression, comment les déterminer chez les pratiquants, quels sont des tests à faire sur soi-même et sur les autres, etc. Et donc ça, c'est le fémur, c'est l'os qui rentre dans l'articulation coxo-fémorale, principalement ici la tête du fémur, le col du fémur, le grand trochanteur, et puis ici la diaphyse ou le corps du fémur. D'entrée, ici on peut voir que l'inclinaison de la tête du fémur est différente, ce qui va changer complètement la donne au niveau du mouvement des jambes. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'ici il y a le petit trochanteur qui est apparent ici, vous voyez, et là le petit trochanteur on ne le voit pas. Alors, ce qui veut dire qu'il n'est pas présent, il n'en a pas, si, mais c'est beaucoup plus reculé, c'est vers l'arrière du fémur. Quel muscle vient s'insérer ici sur le petit trochanteur? Eh bien, l'iliopsoas. Ce qui veut dire que l'iliopsoas, ici, son tendon sera court, puisque le petit trochanteur est prêt en fait à recevoir le tendon de l'iliopsoas. Et comme ici, sur ce spécimen, le petit trochanteur est beaucoup plus en arrière, eh bien le tendon sera beaucoup plus long. Et donc, il faut que cette personne, elle travaille 2 fois plus que celle-ci pour étirer le tendon et arriver peut-être, ou pas, à la même amplitude de mouvement. Vous voyez en fait que les variations squelettiques, elles nous montrent, elles mettent en avant la différence d'une personne à l'autre, mais ces différences, elles ne sont pas bénignes. Ce n'est pas des petites différences, on est vraiment très différents. Alors on peut avoir aussi, sur une même personne, une grande différence entre la droite et la gauche. Ça se voit, c'est assez commun, mais surtout c'est d'une personne à une autre. On peut en regarder d'autres. Par exemple ici on a omoplate ou scapula. Ici on a l'espace qui va venir accueillir la tête de l'humérus. Donc il y a 6 mouvements de l'humérus, c'est-à-dire du bras, comme il y a 6 mouvements du fémur. Et ce qu'on voit derrière, c'est le processus acromion et le processus coracoïde. Vous pouvez voir qu'ici, il y a un grand écart entre les deux processus, et ici, un écart beaucoup plus restreint. Maintenant, vous devez imaginer que la tête de l'humérus vient ici et va venir bouger dans sa cavité ici. Donc, si je lève le bras, je peux le lever, aller très loin, et même pratiquement en arrière, avant de toucher ce processus, qui sera un point de compression. Alors qu'ici, je tourne, et finalement, j'arrive en compression assez tôt. Et donc ce mouvement de flexion, pour certaines personnes, va s'arrêter ici, et pour d'autres personnes, il ira plus loin. Ce qui va déterminer comment vous posez vos mains dans chien tête en bas, par exemple. Quand dans certains cours, on vous demande de rentrer les coudes à l'intérieur, pour certaines personnes, ça crée des compressions au niveau des épaules. Et généralement, elles vont compenser en pliant les genoux, ou en écartant légèrement les talons. Pourquoi? Parce que le point de compression, il faut voir qu'il s'exprime quelque part le long de la chaîne. Et si vous l'évacuez, le point de compression, à un moment donné à la chaîne, parce que vous êtes plutôt focalisé sur un alignement précis, ce point de compression, il va descendre ou il va monter le long de la chaîne pour aller s'exprimer plus bas ou plus haut. Et donc, on aura une personne qui pliera les genoux, une personne qui écartera les pieds, etc. Alors qu'il n'y a aucun souci à avoir les coudes légèrement ouverts sur le côté dans le chien tête en bas. Ce qui va relâcher la compression au niveau des épaules, et finalement, la personne va pouvoir ouvrir le corps. À savoir que la fonction dans chien tête en bas, ce n'est pas d'avoir un corps à 70 degrés, les talons au sol avec les coudes rentrés. C'est pas ça la fonction. La fonction, en fait, c'est d'oxygéner le cerveau. C'est ça la fonction de chien tête en bas. Vous savez que dans le yoga, comme beaucoup de traditions et de pratiques autour du corps, on retrouve en Inde, mais pas que, en Chine aussi, il y a une forme d'anthropomorphisme. Et puis, on donne souvent le nom d'animaux ou j'allais dire de végétaux, de choses naturelles que l'on retrouve dans la nature à des poses, comme la position de l'arbre, la position du chien, du cobra, etc., etc.
On a tous vu des chiens qui viennent tirer leurs pattes vers l'avant, ouvrir ici, eh bien, au niveau des aisselles, hein, de la jonction entre les pattes et puis le torse. Eh bien ça a comme fonction d'ouvrir le torse et d'ouvrir les poumons. Et quand ils font ça, généralement, ils ouvrent la gueule et ils bâillent pour avoir un apport et un afflux d'oxygène beaucoup plus grand, ce qui va les réveiller et ramener et dynamiser finalement le cerveau. Eh bien, chien tête en bas, il a cette fonction. Il a cette fonction énergétique, c'est sa fonction, je dirais, finale, c'est sa finalité. D'accord ? Et avant d'en arriver là, bien sûr, peut-être qu'on veut ouvrir les ischios, etc., qu'on veut étirer la colonne, etc. Mais sa fonction, comme tous les asanas, est énergétique. Pourquoi ? Parce que le yoga est une involution, c'est une pratique d'involution. Et on part du grossier pour aller vers le subtil. Et donc on travaille le corps physique pour atteindre le corps énergétique. Et tous les buts des asanas, c'est d'ouvrir le corps énergétique. Et donc quand on garde ça en tête, ça rend la fonction finalement à l'asana. Et donc on passe à autre chose. On revient à notre méthodologie. Hein. On a fait un petit tour ici sur la méthodologie 14-17. Donc 14 segments squelettiques qui vont répertorier tous les points de compression dans le corps. 10 groupes musculaires, 10 groupes myofasciaux qui répertorient je dirais les zones ciblées, les mises sous tension, des groupes musculaires et des tissus conjonctifs. Tout ça, on va pouvoir l'achever avec 7 archétypes et la multitude de variations que ces archétypes nous offrent. Cette méthodologie 14-17, c'est quelque chose que l'on partage dans nos enseignements. C'est quelque chose que l'on a appris de nos professeurs, Paul et Suzy Grillet, qui sont considérés comme les parrains, les fondateurs du Yin Yoga. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'origine du Yin Yoga et son évolution, il y a des articles sur notre site qui vont vous donner ces informations. Nous avons étudié à leur côté depuis 2011, donc une quinzaine d'années qu'on étudie avec eux. On est toujours en contact avec eux, bien que maintenant ils se sont un peu retirés des enseignements. Ils sont arrivés à un âge où ils préfèrent garder leur temps pour eux. Une méthodologie vraiment qui change la donne pour chaque pratiquant, pour ceux qui veulent enseigner, et surtout qui vient respecter les limites du corps. À savoir que cette approche fonctionnelle à travers la méthodologie 14-17, elle s'adresse à toutes les formes de yoga, pas juste le Yin Yoga. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter à withinyoga.com. Merci beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous.